Je tiens tout d'abord à remercier la société, merci Monsieur le Président, de m'avoir associé à ce cours pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui est très intéressant sur le plan pratique, c'est l'association BPCO avec insuffisance cardiaque. Donc, comme vous savez tous, la BPCO, c'est une pathologie qui est très fréquente, c'est une pathologie à l'origine d'une mortalité très importante et cette mortalité augmente si elle est associée à des comorbidités cardiovasculaires. En effet, faire le diagnostic de la BPCO et de l'insuffisance cardiaque représente en lui-même un challenge thérapeutique. Et voilà, donc rapidement je vais passer cette plaque. En effet, donc la prévalence de la BPCO chez l'insuffisant cardiaque est de 20 à 40%. La prévalence de l'insuffisance cardiaque chez les BPCO, elle est un peu plus fréquente, c'est de 20 à 70%. Le risque relatif de développer une insuffisance cardiaque chez un patient qui a une BPCO est variable, il est de 2 à 8 et il est bien sûr après ajustement à l'âge et après ajustement à l'intensité de l'intoxication tabagique. Donc la diminution du VMS est associée à une augmentation du risque de coronaropathie. Et chaque baisse du VMS de plus de 10%, elle est associée à une augmentation de 14% de la mortalité, toutes causes confondues, et une augmentation de la mortalité cardiovasculaire de 28%. Donc, plusieurs facteurs s'associent entre cardiopathie, insuffisance cardiaque et entre BPCO. Et dans le chef de file, on va trouver le tabac. En effet, donc le tabac associé à un âge avancé, associé à cette inflammation systémique qu'on va revenir après, à certains médicaments qui peuvent aggraver la fonction cardiaque. À ceci s'ajoutent les troubles métaboliques, notamment le diabète, les altérations du muscle squelettique, l'anémie, l'athérosclérose, l'hypertrophie ventriculaire, la malnutrition, tout ceci s'ajoute pour donner chez un patient qui a une BPCO une insuffisance cardiaque. Il y a plusieurs études qui ont montré que l'insuffisance cardiaque est beaucoup plus fréquente chez les patients qui ont un VMS bas et c'est parallèle avec la sévérité de la BPCO, mais de plus en plus actuellement, on retrouve sur les études récentes que même les patients qui n'ont pas une BPCO sévère font quand même une insuffisance cardiaque et donc très probablement il existe des prédispositions personnelles à l'insuffisance cardiaque. Donc, je vous rapporte ici une étude que je trouve intéressante et les auteurs ont comparé 3 groupes de patients. Le premier groupe de patients, c'est des patients qui ne sont pas tabagiques, bien sûr après exclusion des pathologies cardiovasculaires établies et après exclusion du diabète. Le deuxième groupe, c'est des patients tabagiques mais non BPCO et le troisième groupe, c'est des BPCO tabagiques. Et les auteurs ont étudié la perfusion du myocarde par l'IRM et ils ont trouvé qu'il existe une diminution très importante et significative de la perfusion chez les patients qui ont une BPCO. Et donc, la BPCO représente un facteur prédictif de coronaropathie indépendamment des autres facteurs de risque. La deuxième chose qui a été bien étudiée pour favoriser la survenue des coronaropathies, c'est l'inflammation. En effet, donc c'est une inflammation particulière caractérisée par une augmentation et un afflux important de cellules inflammatoires, une synthèse de certaines protéines qui permettent l'agrégation des plaquettes à des cellules inflammatoires et aussi l'agrégation à des cellules endothéliales déjà lésées par l'inflammation. À ceci s'ajoutent les troubles et les dysfonctionnements vasculaires avec l'altération de l'endothélium, les calcifications au niveau de la média et aussi la dégradation de l'élastine. À ceci s'ajoute aussi l'augmentation de la sénescence des cellules endothéliales et des cellules alvéolaires chez certains patients. C'est une sénescence qui se voit à un âge beaucoup plus précoce chez ces sujets-là comparé à des sujets non tabagiques et surtout non BPCO. Et à ceci s'ajoute aussi le fameux déséquilibre de la balance protéase-antiprotéase
tout ceci fait que chez certains patients avec une prédisposition particulière à l'inflammation, la BPCO représente donc un facteur de risque indépendant aux maladies ischémiques du myocarde, et ces ischémies du myocarde représentent l'étiologie la plus fréquente des insuffisances cardiaques. Voyons maintenant quelles vont être les implications thérapeutiques. Est-ce que le fait de prendre en charge cette inflammation, de diminuer l'inflammation, ça pourrait donner une amélioration sur la fonction cardiaque ou sur la fonction respiratoire? Et on va commencer par les protocoles, les consensus. La BPCO, c'est une association le plus souvent de la balle à main corticostéroïde inhalée, et pour l'insuffisance cardiaque, c'est des associations de traitement reposant essentiellement sur les bêta-bloquants. Et on sait tous qu'il y a des interactions thérapeutiques. On a parfois peur de prescrire des LABA chez un cardiaque et aussi peur de prescrire des bêta-bloquants chez un patient qui a une BPCO. Donc, traiter une insuffisance cardiaque chez un BPCO représente un challenge thérapeutique. D'abord, on va commencer par cette première étude. Donc, les études sont prometteuses sur ce sujet-là. En effet, donc les statines, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antiagrégants plaquettaires, il y a plusieurs études qui sont prometteuses, qui permettent d'améliorer donc la fonction cardiaque, permettent donc d'améliorer aussi la fonction respiratoire, mais il n'y a pas vraiment d'études comparatives randomisées. Par contre, je vais m'attarder un peu plus sur l'utilisation des bêta-bloquants. Les pneumologues, on a tous peur de prescrire des bêta-bloquants chez des patients qui ont donc déjà un bronchospasme, par peur d'aggraver ce bronchospasme, par peur d'aggraver, d'augmenter la fréquence des exacerbations, ou voire même une diminution de la fonction respiratoire. Donc, alors que ces bêta-bloquants représentent donc la pièce angulaire dans la prise en charge des insuffisants cardiaques. Et d'ailleurs, plusieurs études ont montré que les patients qui ont une insuffisance cardiaque et qui ont une BPCO sont des patients généralement sous-traités. Donc cette revue Cochrane montre bien que la prescription de bêta-bloquants cardiosélectifs n'augmente pas en fait les effets indésirables, n'altère pas la fonction respiratoire, ne diminue pas de façon significative. Il y a une petite baisse du VMS, mais ce n'est pas une baisse significative. Donc déjà là, on est tranquille, il n'y a pas une augmentation vraiment d'effets indésirables sur la fonction respiratoire. Est-ce que la prescription de ces bêta-bloquants pourrait être bénéfique chez ces patients? Donc là, c'est une étude comparative qui a comparé deux groupes de patients, un groupe qui a eu des bêta-bloquants cardiosélectifs et un autre groupe qui n'a pas eu de bêta-bloquants cardiosélectifs. Et j'ai bien sûr des BPCO qui ont une insuffisance cardiaque, et là, les auteurs montrent qu'il y a une amélioration de la survie, une diminution des exacerbations d'origine cardiaque et donc une diminution des hospitalisations chez les cardiaques avec une différence significative. Il y a un petit gain sur la fonction, sur la diminution du nombre d'exacerbations chez les patients BPCO, mais la différence n'est pas significative. Donc là, on sait au moins que les bêta-bloquants cardiosélectifs n'augmentent pas les effets indésirables et améliorent la fonction, la mortalité, et avec une diminution des exacerbations d'origine cardiaque. Cette méta-analyse permet de vous montrer qu'il y a un gain sur la mortalité lorsqu'on prescrit des bêta-bloquants chez des patients qui ont donc une insuffisance cardiaque, mais en plus, elle permet de diminuer la fréquence et la sévérité des exacerbations d'origine respiratoire. En plus de cette amélioration d'une diminution de la fréquence des exacerbations, les bêta-bloquants cardiosélectifs permettent de diminuer la sévérité des exacerbations et permettent aussi de prolonger le délai pour l'apparition de la première exacerbation respiratoire.
va-t-on choisir? Donc là, c'est une étude qui a comparé les bêta-bloquants cardiosélectifs et les bêta-bloquants non cardiosélectifs. Le risque relatif, il est très faible lorsqu'on va utiliser des bêta-bloquants cardiosélectifs, particulièrement par cette molécule, donc le bêta-xolol, qui offre le risque relatif le moins important pour le risque de développer des effets indésirables. Pour les bêta-bloquants non cardiosélectifs, le risque relatif est très important. On doit pas les prescrire chez des patients qui ont donc une BPCO avec une insuffisance cardiaque, et particulièrement ces deux molécules, notamment le Trandad et la Blocardil, il faut les proscrire. Donc ça, c'est une autre étude qui montre l'amélioration de la survie et la diminution des exacerbations en fonction des sous-groupes. Mais on se pose une question, pourquoi un bêta-bloquant pourrait améliorer la fonction respiratoire chez un patient qui a une BPCO? Plusieurs hypothèses ont été avancées, notamment une augmentation de la densité donc des récepteurs bêta-adrénergiques, une densité qui augmente jusqu'à 8 après une longue prescription de bêta-bloquants, pardon, et ceci permet d'expliquer la diminution du bronchospasme, avec très probablement aussi une amélioration de l'inflammation et une diminution de la production de mucus. Donc, prescrire des bêta-bloquants chez un patient qui a une BPCO, oui, mais il faut être prudent dans la prescription, étant donné un polymorphisme très variable en fonction des individus. En effet, c'est des bêta-bloquants qui sont cardio-sélectifs, mais non cardio-spécifiques. Donc, ce qui explique aussi une variabilité de la réponse nécessitant un monitorage et une augmentation des doses progressives s'étalant jusqu'à 1 mois pour donc éviter donc la survenue d'effets indésirables. Voyons maintenant le versant du pneumologue. Voyons l'effet des LABA, LAMA et des corticostéroïdes inhalés. Est-ce qu'ils vont avoir un effet sur la fonction cardiaque? Est-ce qu'il y a une amélioration de la fonction cardiaque ou c'est l'inverse? Donc d'abord, on va commencer par l'effet des corticostéroïdes inhalés. Théoriquement, on sait tous que la corticothérapie inhalée permet de diminuer donc la réduction, permet de diminuer les exacerbations, et d'ailleurs dans le GOLD, la prescription principale, c'est des exacerbateurs fréquents. Elle permet aussi de diminuer le processus d'athérogène, mais d'un autre côté, on sait que la corticothérapie inhalée, lorsqu'elle est prescrite à forte dose, pourrait éventuellement entraîner une augmentation du volume extracellulaire. Elle peut être à l'origine de l'HTA, d'une intolérance au glucose ou de dyslipidémie, qui sont des facteurs qui favorisent les coronaropathies et qui peuvent aggraver donc une insuffisance cardiaque. Pour les corticostéroïdes inhalés, les choses ne sont pas très claires, les résultats sont très variables. Il y a ceux qui montrent qu'il y a une diminution de la mortalité par pathologie cardiovasculaire avec une diminution de l'incidence de l'infarctus, bien que d'autres ne montrent pas vraiment l'effet bénéfique des corticostéroïdes inhalés sur le plan cardiaque. Là, je vous projette cette méta-analyse récente, publiée en 2018 et qui a colligé pratiquement 30 000 patients ayant eu des corticostéroïdes inhalés avec un bras contrôle. C'est des patients BPCO avec donc des pathologies cardiaques sous-jacentes. Et cette méta-analyse montre qu'il n'y a pas une augmentation du risque de développer des effets indésirables cardiovasculaires, quelle que soit la pathologie cardiaque sous-jacente. Donc, au moins, on sait que prescrire des corticostéroïdes inhalés chez les BPCO n'aggrave pas les choses chez les cardiaques. Voyons maintenant quel est l'effet des LAMA lorsqu'on les prescrit chez un patient ayant une insuffisance cardiaque, et on va reposer sur cette étude
qui a comparé deux groupes, un groupe placebo et un groupe ayant eu un traitement sur 4 ans de tiotropium. Et là aussi, cette étude ne montre pas qu'il y a une augmentation des complications comparées au placebo. Donc là, c'est une étude qui a comparé, en fait, ça c'est le résumé de 3 études, mais par le LAMA, il n'y a pas vraiment des études qui ont colligé des patients qui ont des pathologies cardio-pulmonaires, des pathologies cardiaques, notamment les insuffisants cardiaques. Une étude en cours qui n'est pas encore publiée et on attend les résultats de cette étude comparative comparant donc placebo et LAMA chez des patients ayant des problèmes cardiaques. Qu'en est-il pour l'effet des LABA? Donc ça, c'est une étude intéressante. C'est une étude qui a colligé des patients BPCO et c'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque, un IDM, une ischémie ou, sinon pas de pathologie cardiaque, ont des facteurs de risque pouvant être à l'origine favoriser au moins 2 facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et dans cette étude qui a comparé le placebo, corticoïdes inhalés, LABA ou association fixe LABA corticostéroïdes inhalés, et elle n'a pas montré une augmentation donc de la mortalité. Il n'y a pas donc une augmentation des complications cardiovasculaires et elle a montré en plus une amélioration donc des exacerbations, donc diminution de la fréquence des exacerbations, diminution de la sévérité des exacerbations, mais toutefois, elle a montré une toute petite baisse du VMS lorsqu'il est comparé au placebo, surtout par le bêta-2 longue durée d'action. Lorsqu'on associe 2 bronchodilatateurs, LABA, LAMA, là aussi, donc, les études ont montré qu'il y a une amélioration significative de la fonction cardiaque et vous avez d'ailleurs le dupluant de l'étude CLAIM dans vos cartables qui montre qu'il y a une amélioration donc, de la fraction de contractilité du ventricule droit et du ventricule gauche évaluée par une IRM cardiaque. Donc, au total, le traitement par LABA et ou LAMA et ou corticostéroïdes inhalés n'augmente pas le risque de complications cardiovasculaires ou de mortalité chez les patients BPCO insuffisants cardiaques. Toutefois, la prudence est obligatoire, surtout lors de l'initiation du traitement. En effet, l'administration à des patients naïfs de traitement pourrait augmenter dans les 30 premiers jours le risque de survenue d'IDM, que ce soit par le LABA ou par le LAMA, et donc la prudence, le monitorage, l'augmentation progressive des doses est obligatoire. Donc en conclusion, BPCO et insuffisance cardiaque va aggraver le pronostic, va aggraver la mortalité. Le mécanisme d'association est complexe. L'inflammation et le rôle donc hétérogène doit être pris en considération. Il n'y a pas toujours un parallélisme entre la sévérité de la BPCO et le risque de survenue de pathologies cardiaques, notamment coronaropathie et insuffisance cardiaque. Les complications cardiovasculaires sont surtout secondaires à l'inflammation, à la rigidité des parois vasculaires et au dysfonctionnement de l'endothélium, qui est déclenché par le tabagisme, mais sur une prédisposition individuelle. La prise en charge des comorbidités cardiovasculaires chez le BPCO est primordiale. Elle permet d'améliorer la mortalité, diminuer la fréquence des exacerbations, mais la prudence est nécessaire, surtout lors de l'initiation du traitement. Et je vous remercie.